harcelé et violé sur son lieu de travail. C'est le calvaire qu'a connu une mère de famille durant des mois entiers. La justice a condamné son agresseur présumé en première instance, puis ce dernier a été libéré avec obligation de soins. Il s'est alors retrouvé dans le même centre médico-psychiatrique que fréquentait sa victime présumée. Cette mère de famille a dû se battre avec son avocat pour que l'individu quitte les lieux. Une situation ubuesque qui reflète bien l'aveuglement de l'administration judiciaire devant des dossiers qui s'accumulent. Mon mari s'est retrouvé au chômage et j'avais décidé de retravailler. Comme je le connaissais à l'école où mes enfants étaient avant, j'étais le voir pour voir s'il cherchait quelqu'un ou pas. Et j'ai commencé à travailler comme ça, les pizzas, la mise en place, le ménage. Petit à petit, puis après ils m'ont fait un contrat d'embauche. Alors normalement, mon jour de congé, c'était le mardi. Et je travaillais que le soir, sauf le mercredi, je travaillais le midi et le soir. Et vu du temps, je travaillais tous les jours, le midi et le soir. Parce que monsieur avait un rhume, il fallait que je le remplace. Ou il fallait qu'il parte avec des potes en bateau. Il fallait que je le remplace. C'était une bonne à rien, même devant un client. C'est lui qui faisait pizza, puis il se trompait. Puis après, il disait que c'était moi. Il fallait que j'aille à la cave et puis faire l'inventaire. Puis il venait et puis on n'avait pas le choix. C'était la honte et puis pour encore une fois, je me suis pas encore battue. Je me suis laissée faire encore une fois. On va dire entre guillemets laisser faire. Si je lui disais non, hein, mais oui, de toute façon, on était obligés. Sinon, j'ai essayé d'avoir des excuses, hein, mais ça n'a pas marché. C'était à 5h quand je prenais mon boulot parce qu'il ne pouvait que là. Parce qu'après, lui, il était à un autre endroit. C'était dans l'arrière-cuisine. Bon, après, voilà, il faisait son affaire, hein, on va dire. Et après, moi, sa femme m'engueulait parce que j'allais pas assez vite pour faire le ménage ou pas assez... voilà. Et à l'autre endroit, c'était le soir après le service. J'ai pas tout de suite dit, hein. J'ai caché tout à tout le monde, même à ma psy, hein. Elle l'a su, mais très très tardivement. Ils l'ont su le fin fond de l'histoire, on va dire 1 an après. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait braquer dans un commerce par des immigrés. Là, j'étais tétanisée quand même. Je suis venue le soir, je suis venue quand même travailler, mais je ne devais pas travailler à l'endroit où je vais travailler. Le mardi, il m'a laissé un jour de congé pour que je souffle. Bon, j'ai été voir le médecin voulait me mettre en arrêt et j'ai disais non. J'ai dit non, j'avais une collègue, je pensais à ma collègue, je ne voulais pas la laisser là-bas toute seule. Le mercredi, comme je travaillais avec ma collègue, voilà, mais j'étais toujours en train de faire les allers-retours entre l'arrière-cuisine et la boutique, tout ça. Le jeudi soir, j'arrive. Et là, il me dit, de toute façon, c'est que de la comédie que tu fais. Mais il m'avait traité, mais c'était... Et là, je me suis dit, de toute façon, vendredi, j'ai rendez-vous avec une psychologue, le CMPP. Et j'en ai tellement pleuré parce que c'était la dernière fois qu'il me touchait. Ce jour-là, c'était la dernière fois qu'il m'a touchée. Je suis rentrée le soir, j'en ai tellement pleuré que le lendemain, j'étais voir le médecin et j'ai dit, stop, là, j'en peux plus. J'ai pris mon braquage pour m'enfuir de là-bas. La personne est venue à mon cabinet et a évoqué qu'effectivement, il y avait déjà une instruction qui commençait à peine, hein, avec une personne qui avait été à l'époque déjà incarcérée à la suite des faits dénoncés non seulement par elle, mais aussi par 3 autres plaignantes. C'est un peu les gendarmes qui ont poussé ma cliente à déposer. C'est quand même l'autorité judiciaire qui a poussé dans le sens de dire il y a déjà des victimes, dites-nous ce que vous savez. En ce sens, ça n'a pas été forcé, ça a été de dire dites ce qui s'est passé. Alors moi j'ai eu le courage, c'est parce que il y a une des victimes qui a porté plainte en premier et la gendarmerie ne la croyait pas.
Ils ont essayé de m'appeler et j'ai jamais répondu. Et c'est pour un mois après. Avec ma psy, c'est un travail avec ma psy que j'ai dit, non, faut que je la sauve. Et c'est là que je me suis mise à parler. C'est pas moi qui ai été à la gendarmerie, c'est les gendarmes qui sont venus chez moi. Au départ, les premières plaignantes avaient subi des faits qui étaient moindres que ceux dénoncés par ma cliente. Et l'enquête, malgré tout, de gendarmerie avait commencé. Et c'est quand ils ont eu vent que, effectivement, ma cliente aurait également subi des faits de même nature, à une échelle encore supérieure, qu'ils ont demandé à ma cliente de témoigner. Et lorsque ma cliente a effectivement évoqué les faits pour lesquels elle considère, et en tout cas ça a déjà été jugé en ce sens, qu'elle a subi, eh bien le restaurateur, l'employeur, a été non seulement mis en examen, mais également écroué. Il a été condamné quand même à 14 ans, même s'il a fait appel. La justice nous a donné raison. Quand j'ai entendu la première assise me dire 14 ans de prison, j'ai dit « je pourrais refaire les magasins ». C'était la chose, oui, je peux refaire les magasins parce qu'il ne va plus être là, il va aller en prison. Un appel lancé par 4 victimes sous le choc après la remise en liberté de leur agresseur présumé. Il a été condamné en première instance à 14 ans de réclusion pour viol et agression sexuelle. Les 4 femmes ne comprennent pas la décision judiciaire. Écoutez le témoignage poignant de l'une d'elles au micro de Paul Biloquet. C'est pas possible parce qu'il doit être en prison. Là, c'est moi qui est en prison. Pour moi, je suis en prison chez moi, je ne sors pas. Je suis obligée de faire les courses avec des autres personnes. Je fais pas les magasins, je fais rien du tout. Je suis enfermée chez moi, je m'occupe de mes enfants. C'est de l'injustice pour moi. Il a violé, il a fait des attouchements sexuels. Il y a d'autres victimes pour moi, il y a d'autres victimes. Faut que, voilà, s'ils m'entendent, c'est qu'ils osent parler. Oser parler, nous on est là, on est fortes. On est toutes les 4 réunies depuis sa libération. Faut qu'il retourne en prison. On était bafoués, on nous a quand même menacés. Il nous menaçait. Et puis il est ressorti, il habite 15 minutes de chez moi. Là, je ne travaille pas, je ne peux pas travailler. Il m'a bousillé ma vie. Et là, j'ai 40 ans, oui, il m'a bousillé ma vie. Non seulement la justice ne fait pas son travail en amont, mais là, en l'occurrence, elle condamne à nouveau pour plusieurs mois, elle condamne les victimes à rester chez elles et à être tout simplement en prison chez elles, quoi. Il n'y a pas d'autre mot que ça. D'ailleurs, je rappelle que la prison à domicile, la détention à domicile, c'est désormais une peine de prison, depuis une peine pénale. Depuis une quinzaine d'années, depuis le début des années 2000, la détention à domicile est une peine. Voilà. Là, je me demande si c'est vraiment autre chose que vivent les victimes quand elles sont obligées de rester chez elles par peur de croiser leur bourreau et par la faute de la justice. Juste après donc l'appel, l'employeur a sollicité une demande de mise en liberté qui a été rejetée par la Chambre de l'instruction de Rouen. Il s'est pourvu en cassation. Effectivement, la Cour de cassation, ça a été un coup de théâtre, a cassé l'arrêt de la Chambre d'instruction de Rouen, renvoyé devant la Chambre d'instruction de Caen, au motif qu'il avait respecté son contrôle judiciaire avant de comparaître devant la Cour d'assises d'Évreux et que dès lors, le refus de remise en liberté n'apportait pas de motivation par rapport au fait qu'il avait déjà pu être sous contrôle judiciaire et respecter ce contrôle judiciaire. Sauf qu'entre-temps, il y avait quand même une condamnation à 14 ans d'emprisonnement. Quand il nous dit qu'il est mis en liberté, parce que bon, c'est vrai que y a des lois, on est bien d'accord, il est président innocent. Et il faut un temps pour le tribunal, mais là, ça a pris plus de temps que prévu. Et que monsieur va être habité presque à côté de chez moi, 15-20 minutes de chez moi. Le problème, c'est que pour être jugé, ça prend maintenant des années et des années. C'est toute la difficulté. Et en attendant, qui trinque les victimes qui sont obligées de vivre avec... alors, en l'occurrence, la personne est je vais dire, en liberté
oui, elle est clairement en liberté. Elle a une toute petite condition, c'est qu'elle ne peut pas sortir visiblement de son département d'origine, ou en tout cas, elle ne peut pas pénétrer dans le département où les faits ont été commis, c'est-à-dire l'Eure. Mais bon, moi, je connais Beauceville, c'est à la frontière de l'Eure et du Calvados. Donc, on peut très bien vivre côté Calvados sans aucun problème, surtout que cette personne y habite dans le Calvados, et que au moins de ses victimes habite également dans le Calvados. Donc, ça s'appelle un contrôle judiciaire qui est venu remplacer la détention provisoire, et la justice a estimé que les conditions habituelles, il y a tout un tas de conditions pour prononcer la détention provisoire. Il y a la non-concertation avec d'autres témoins, il y a la volonté de garder la personne à portée de main de la justice. Mais en principe, une détention provisoire ne peut pas être une peine. Et tant que la justice n'a pas dit noir sur blanc, cette personne a commis ces faits-là et elle est condamnée à cette peine-là, alors en principe, elle ne devrait pas aller en prison. Cet élément exubérant, c'est que, mais ça, la chambre d'instruction n'avait peut-être pas fait attention, et aucune des parties finalement n'avait fait attention à cette problématique, c'est que l'employeur va se retrouver dans le même centre médico-psychologique que la victime, c'est-à-dire ma cliente. Lui, au titre de ses obligations de soins, il devait trouver un centre. Il a trouvé ce centre-là, qui est à proximité d'Honfleur, et ma cliente, parce que, justement, elle était dans ce centre pour soigner son traumatisme lié à ce qu'elle avait subi. Donc c'était une situation, effectivement, très particulière. Vous imaginez les deux personnes, la victime et celui qui a quand même été condamné à 14 ans d'emprisonnement pour les faits que la victime dénonce, pouvoir éventuellement se retrouver dans la même salle d'attente du centre médico-psychologique. Sur une lettre que le tribunal nous avait envoyée, je vois Écomoville, centre. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas. Ça veut dire que je m'assois, où lui peut s'asseoir au même endroit. Et moi, je viens, il peut venir à tout moment. J'ai appelé ma psy, et c'est là qu'elle m'a avoué, oui, qu'il était bien dans ses locaux. Et j'ai dit, j'irai plus. Tant que lui sera là-bas, je n'irai plus. Non, j'étais effondrée. C'était... Me dire qu'il s'assoit dans la même salle d'attente que moi, c'est impensable. Ça paraît assez évident que dans des coins assez ruraux, des établissements de soins pourraient être fréquentés par des victimes et par des bourreaux. Ça paraît complètement évident. Donc, moi, j'en ai pas croisé personnellement, mais j'imagine que ça arrive quand même assez régulièrement. Et oui, ça démontre une nouvelle fois que rien n'est prévu pour éviter cette souffrance-là. Et donc, l'organisation de la justice est insensible aux souffrances potentielles des victimes. Et en ce sens-là, pour moi, elle est même... clairement, il faut le dire, inhumaine. C'est quelque chose de complètement humain que de se mettre à la place d'une victime et d'imaginer qu'elle n'a pas envie de croiser son bourreau, d'autant que le procès est en cours. C'était une situation ubuesque, complètement ubuesque, et encore une fois, il a fallu, parce que lui se battait pour rester dans les lieux. Elle est là, oui, mais tant qu'une décision de justice n'est pas rendue, alors là, bien évidemment, ça a été l'émotion, les victimes se sont donné rendez-vous à Beauceville, à Trouville, pour dénoncer presque en public cette situation ubuesque. C'est pratiquement un trouble à l'ordre public. Une victime considérée comme telle par un jugement et une personne jugée coupable, même s'il y a encore la présomption d'innocence parce qu'il a interjeté la peine, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même cette condamnation et il y a les faits. Éventuellement, en cas échéant, se retrouver ensemble dans la même salle d'attente, c'est quelque chose qu'on peut à peine imaginer. La victime dit à un moment donné que si elle pouvait, elle déménagerait. Et c'est son avocat qui la reprend en disant, et ça c'est aussi quelque chose qu'on croise très souvent, ce sont les victimes qui s'adaptent à la situation ubuesque. Et son avocat reprend la victime en lui disant, ce n'est pas à vous de vous adapter à une situation ubuesque. Ils ont été certifiés qu'on ne serait jamais le même jour, en même temps qu'ensemble. L'avocat général a reçu un courrier du médecin de l'employeur, comme quoi ils assuraient le planning pour pas qu'il y ait de rendez-vous communs au centre médico-psychologique. Bon, évidemment, ça ne nous a pas satisfait. Pas satisfait. Moi, j'avais un certificat médical également du médecin, comme quoi ma cliente d'ailleurs ne pouvait plus s'y rendre. Elle ne pouvait plus physiquement s'y rendre, ce qui est compréhensible.
ne peut pas imaginer, c'est un centre médico-psychologique qui n'est pas très grand, c'est dans un village, c'est à côté de Honfleur, on ne peut pas imaginer pour une victime d'aller dans ce centre, mais de se dire, est-ce qu'ils ne sont pas trompés dans le planning et je vais me retrouver nez à nez avec celui qui a fait l'objet d'une condamnation pour des faits que je dénonce, c'est une condamnation autour de 14 ans pour des faits de viol. C'est pas imaginable, un seul instant. Si un jour, on va dire, je pète un câble et puis il faut que j'aille voir quelqu'un, j'irai directement. Et là, c'est là que je peux le rencontrer. À peine imaginé. Et donc, c'est la chambre de l'instruction qui a ordonné que ce monsieur ne soit plus effectivement dans ce centre médico-psychologique et pouvait suivre ses soins partout ailleurs. Ça n'a pas été indiqué dans l'ordonnance de mise en liberté qu'il devait être dans ce centre médico-psychologique. Mais c'est quand même battu, encore une fois, devant la chambre d'instruction. Ça a été un combat pour faire reconnaître ce droit par la victime reconnue comme telle par la cour d'assises, à ce que celui qui a été reconnu comme coupable, même s'il a interjeté d'appel et qui bénéficie de la présomption d'innocence, qui est reconnu comme coupable, soit contraint de quitter les lieux. Donc on a été encore une fois obligé de se battre pour faire revendiquer ce droit. Il suffirait de changer la loi, il suffirait de voter une loi pour faire en sorte de prendre en compte cette souffrance des victimes et faire en sorte que les bourreaux, les suspects ne soient pas mélangés avec les victimes dans les centres de soins. Il suffirait d'une loi là-dessus. Mais serait-elle votée? J'en doute très fort. J'ai quand même été obligé, au bénéfice de ma demande auprès de l'avocat général, de fournir un certificat médical constatant qu'elle était dans l'impossibilité psychologique de se rendre au centre médico-psychologique du village juste à côté d'Honfleur. Voilà, c'est tout. C'était pas possible pour elle, c'était même pas imaginable. J'ai répondu à l'avocat général en disant que les éléments ne sont pas suffisants. L'avocat général a saisi la chambre d'instruction et c'est à cette occasion qu'il y a eu un débat à la chambre d'instruction et qu'à l'issue, il y a eu un jugement qui a permis effectivement d'obliger l'employeur à quitter les lieux. L'instruction a certainement estimé que ça faisait trop longtemps qu'il était en détention provisoire et ce qu'on peut comprendre en termes procédurier et juridique, c'est vrai, en détention provisoire, on n'a pas été jugé. Moi, je pense qu'on devrait le moins possible aller en prison tant qu'on n'a pas été jugé. En l'occurrence, le problème, c'est que pour être jugé, ça prend maintenant des années et des années. C'est toute la difficulté. Et en attendant, qui trinque les victimes qui sont obligées de vivre avec... alors, en l'occurrence, la personne est, je vais dire, en liberté. Oui, elle est clairement en liberté. Elle a une toute petite condition, c'est qu'elle ne peut pas sortir visiblement de son département d'origine, ou en tout cas, elle ne peut pas pénétrer dans le département où les faits ont été commis, c'est-à-dire l'Eure. Mais bon, moi je connais Beauceville, c'est à la frontière de l'Eure et du Calvados, donc on peut très bien vivre côté Calvados sans aucun problème. Surtout que cette personne y habite dans le Calvados, et que une au moins de ses victimes habite également dans le Calvados. Donc ça s'appelle un contrôle judiciaire qui est venu remplacer la détention provisoire, et la justice a estimé que les conditions habituelles, il y a tout un tas de conditions pour prononcer la détention provisoire. Il y a la non-concertation avec d'autres témoins, il y a la volonté de garder la personne à portée de main de la justice, mais en principe, une détention provisoire ne peut pas être une peine. Et tant que la justice n'a pas dit noir sur blanc, cette personne a commis ces faits-là et elle est condamnée à cette peine-là, alors en principe, elle ne devrait pas aller en prison. Mais comme je vous l'ai dit, le problème, c'est encore une fois la longueur de la justice. Quand ça prend 2016, ça veut dire que ça fait 8 ans, ça fait plusieurs années que ces faits-là ont été avérés. Attendre 8 ans pour qu'un violeur soit mis en prison, ça paraît beaucoup trop. Elles sont en difficulté, ces personnes-là, parce que ça fait depuis 2016 qu'elles ont déposé, qu'elles ont dénoncé des faits. On est toujours dans la même situation, avec un préjudice, parce que ne serait-ce que le préjudice de comparaître devant des juridictions, c'est extrêmement pénible et douloureux, surtout pour des gens qui ne sont pas habitués. Potentiellement, il serait prévu que le procès serait en mars 2024, et encore une fois, il peut encore y avoir un nouveau coup de théâtre, puisque l'avocat parisien a indiqué qu'il ne serait pas possiblement présent à cette date. Et là, je me dis, au mois de mars, je vais encore vivre l'enfer. Encore réexpliquer. Encore... Voilà.